bom dia, boa tarde. Hi, everybody. Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette nouvelle rencontre, ce nouveau IIP Talks. Je m'appelle Benoît Le Bouteiller. Je vous parle depuis Belo Horizonte, au Brésil. Je suis psychanalyste et je suis le directeur de l'Institut international de psychanalyse. Je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui ont une vision basse ou qui sont aveugles. Je suis un homme cis, j'ai la peau de couleur blanche. Derrière moi, il y a un mur en briques, à droite une porte en bois, à ma gauche des livres, une étagère avec des livres et un petit cadre avec le visage de Freud. Et puis sur le mur en briques, il y a une peinture qui n'est pas figurative, hein, une peinture abstraite, plutôt à tendance bleue. Voilà. J'ai les cheveux très courts et une barbe principalement blanche. Voilà. Et un pull gris. Voilà. Je suis très, très heureux donc d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais commencer aussi en remerciant tous les traducteurs qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner l'événement dans les 4 langues officielles de l'Institut international de psychanalyse, le français, l'anglais, le portugais et Libres, la langue des signes du Brésil. Je voudrais également commencer en remerciant très vivement les 2 assistants exécutifs de l'IIP, Gabriel, Gabo, qui est ici, Dorothée qui est également ici. Sans eux, c'est aussi simple que ça, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, cet événement comme tout le reste de l'Institut international de psychanalyse. Alors, l'IIP, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'IIP, c'est des projets sociaux, c'est de la recherche, c'est également une formation psychanalytique de 2 ans, une formation internationale de 2 ans. Gabo peut-être va nous mettre dans le chat un lien pour avoir accès à la présentation de cette formation avec des professeurs merveilleux qui viennent des 4 coins du monde. Une formation qui attire de plus en plus de monde et on en est très, très heureux. Je vais avoir le grand plaisir de donner la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, Marcel Souza. Mais avant ça, juste vous dire que je suis très ému aujourd'hui. Je suis très ému, profondément ému, parce que j'ai cherché, je sais que Marcel aussi a cherché, plein de gens ici ont cherché, et on n'a pas trouvé de conférence de psychanalyse dit, énoncé en langue des signes. Alors peut-être que ça existe. Si c'est le cas, faites-nous le savoir, envoyez-nous un link, mettez-le dans le chat. Nous, on n'a pas trouvé. J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, je crois que c'est une première, c'est sans doute une première historique qu'on est en train de vivre ensemble. Et je suis très, très ému. Pourquoi je suis très ému? Parce que quand on a créé l'IIP, il y avait des valeurs, des fondements qui étaient au cœur de ce projet. Mais il y avait un des fondements qui était extrêmement important, c'est que pour nous, il n'y a pas la possibilité de construire une communauté psychanalytique sans avoir comme premier souci la question de l'accessibilité. Comment on peut imaginer une psychanalyse vivante, dynamique, inscrite dans ce monde du XXIe siècle, dans ce monde qui n'est pas que occidental, qui n'est pas que hétérosexuel, qui n'est pas que judéo-chrétien. Comment on peut envisager une psychanalyse vivante sans mettre comme priorité l'accessibilité? Alors l'accessibilité, ce n'est pas que pour des personnes sourdes, c'est aussi pour des personnes aveugles, c'est aussi pour des personnes qui présentent des troubles psychiques qui nécessitent un accompagnement spécifique.
C'est aussi pour des personnes qui sont éloignées, exclues, pour différentes raisons, de ce champ de pratique et de ce champ de savoir. Et donc, dès le début, en fait, de la création de l'IP, on avait ça en tête. Donc, toutes nos activités, en effet, on met beaucoup de moyens, beaucoup d'attention pour permettre cette accessibilité. Juste avant de vous présenter Marcel, j'ai envie de vous présenter une autre personne qui va m'aider aujourd'hui. Yara, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire de où tu parles? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Hello, everybody. Thank you, Benoît. Bonjour à tous et à toutes, merci. Bonjour Benoît, bonjour Marcelo, tout le monde, soyez les bienvenus. Je suis Yara Castañeda, je vous parle directement depuis Berlin. Je suis une femme cis, je me désigne comme étant elle. J'ai les yeux marrons, les cheveux bruns, je porte des vêtements noirs, j'ai une étagère avec des livres à côté de moi. Il y a un mur blanc derrière moi puisque voilà, je suis en Allemagne et c'est l'été, c'est assez clair actuellement. Voilà, à la fin de l'intervention de Marcelo, nous allons ouvrir la discussion pour recevoir vos questions, vos commentaires. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc en mode webinaire sur Zoom, ce qui signifie que vous pouvez écrire votre question en anglais, en portugais ou en français. Et si vous préférez poser votre question ou faire proposer votre commentaire à l'oral ou en langue des signes, eh bien vous n'avez qu'à lever votre main virtuelle. Vous allez trouver la possibilité de lever la main virtuelle sur Zoom, hein, sur la barre fixe de Zoom. Et ensuite, nous vous autoriserons donc à utiliser votre micro et votre caméra pour pouvoir prendre la parole. Voilà, j'ai hâte donc de pouvoir commencer cet échange avec Marcelo. Merci. Marcelo, sois le très bienvenu. Je te dis, sois le bienvenu, mais tu es ici chez toi. Marcelo, tu es psychanalyste, tu es interprète, tu es bilingue, portugais, langue des signes du Brésil, et puis tu es également donc membre de l'équipe hein, de l'Institut international de psychanalyse, parce que tu es le responsable de l'accessibilité au niveau de l'Institut international de psychanalyse. Alors on va te laisser la parole, on va te laisser la scène. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu peux te présenter déjà pour des personnes aveugles? Et puis, est-ce que tu pourrais après nous parler un petit peu de toi avant de de donner ta conférence? Est-ce que, moi, je suis très intéressé, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de ton parcours? Comment tu es devenu psychanalyste? La langue des signes dans ta vie, c'est quoi cette histoire? Raconte-nous ça. Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire que je suis très ému. C'est vraiment très émouvant pour moi d'être ici à l'IIP, de participer donc à cette conférence, euh, de participer de l'IIP Talks en particulier, qui est un événement tellement important pour notre institution. Benoît vient de le dire, hein. Benoît vient de dire que c'est un moment particulièrement important. C'est un moment important pour la psychanalyse, pour la réflexion sur, donc à travers une conférence, hein, on se positionne en tant que pionnier, en fin de compte, en proposant ici donc une conférence intégralement en langue des signes, avec une traduction en portugais, en français, en anglais. Et aujourd'hui, c'est le contraire. D'habitude, on fait l'inverse, hein, et aujourd'hui, c'est la langue des signes qui est le protagoniste et qui est en train d'être traduite dans les autres langues. Et bien ça, c'est quelque chose de très important, c'est un moment très important pour l'IIP, et ça me montre donc ce courage de l'IIP, euh, cette importance donnée à la diversité, et tout ça m'émeut beaucoup. Voilà. En plus de cela, je suis également chargé aujourd'hui donc de commencer, donc d'organiser
donner une conférence en langue des signes. Donc je tiens à remercier l'IIP pour cette opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de vous présenter cette conférence. Alors je vais commencer par me décrire. Je suis un homme cisgenre, j'ai la peau claire, j'ai une barbe noire, mes cheveux sont noirs également, je porte des lunettes, je me trouve actuellement dans la ville de Belo Horizonte, au Brésil, dans l'état de Minas Gerais, et dans cet instant précis, je me trouve dans mon cabinet où j'ai l'habitude de recevoir mes patients. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la psychologie, pourquoi est-ce que j'ai étudié la psychologie, et ce, depuis mon plus jeune âge d'ailleurs. Eh bien, de façon concomitante au cours de psychologie, j'ai appris donc la langue des signes brésilienne, et pour moi, ça a été une véritable surprise, hein, puisque moi, je n'ai pas, dans ma famille, je n'ai personne qui soit sourd, aucune personne qui ait des défaillances auditives. C'était simplement des gens que je fréquentais à l'église et qui à ce moment-là m'ont parlé en fait. C'est comme ça que j'ai découvert la langue des signes brésilienne et au moment où j'étudiais la langue des signes. Et comme j'étudiais donc la psychologie, je me suis intéressé donc aux questions humaines, hein, et j'ai commencé à connecter cette réflexion à la population sourde en fait, en me demandant comment est-ce qu'on pourrait partager toutes ces connaissances auprès des personnes sourdes, notamment en utilisant la langue des signes. Donc j'avais envie d'approfondir un petit peu mes études de la langue des signes brésilienne, de la langue des signes, et je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes carences en termes d'études, de recherche au sujet donc de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à l'IIP, qui constitue un petit pas certes, mais qui a une grande importance concernant donc l'évolution du rapport entre la psychanalyse et la langue des signes. C'est justement pour cette raison que je vous invite à participer à ça et à commencer à vous intéresser à ça, à développer des recherches par rapport à ça aussi. Il existe certaines recherches qui sont encore très distantes, hein, très loin du compte, disons, mais qui commencent à développer des choses intéressantes. Dire, parce que toi, tu ne le diras pas, que tu as terminé un doctorat il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, je crois, et à cette occasion, tu as écrit une thèse qui est très touchante, qui est magnifique. Voilà. Marcelo, la scène est à toi. Tu avais envie de nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler. L'idée, en tout cas, est de vous parler un petit peu de ce sujet hein, qui est très récurrent, en fin de compte, au sujet duquel on pose beaucoup de questions, en fait. Et voilà, moi, donc, je m'intéresse à certaines questions, bien sûr, mais c'est toujours important de s'intéresser à la théorie. Et dans le cadre de la pratique de la psychanalyse, les gens ont l'habitude de me demander, en particulier, qu'en est-il de l'acte manqué en langue des signes. On me demande tout le temps, est-ce qu'il existe des actes manqués en langue des signes? Une autre question assez récurrente que j'entends souvent, hein, c'est concernant les métaphores, par exemple. Existe-t-il des métaphores en langue des signes? C'est donc un sujet qui est assez pertinent, je pense, pour pouvoir peut-être débuter cette conversation au sujet donc, du rapport entre la psychanalyse et la langue des signes. L'idée est de montrer que le domaine de la psychanalyse a besoin peut-être d'une plus grande ouverture. Et qu'est-ce que j'entends par là? Nous sommes assez habitués, hein, de façon traditionnelle, disons, nous sommes assez habitués dans le domaine de la psychanalyse à la langue orale, à la sonorité de la langue. Vous voyez, et nous oublions souvent que le langage n'est pas un privilège des langues orales. Le langage, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui peut être dit à travers le corps, et c'est exactement ce que fait la langue des signes. L'élément le plus important, là, c'est l'usage du corps. Donc l'oralité, en fin de compte, n'a pas le protagonisme, mais c'est le corps qui a le protagonisme. Il y a donc des études, des preuves qui montrent que, à travers la langue des signes,
l'inconscient se manifeste à travers l'acte manqué. Donc quel est le concept de langage que l'on a en tête? Qu'est-ce que ça signifie que le langage en fin de compte pour nous? On ne peut pas se concentrer seulement sur le protagonisme des langues orales. On doit penser que les langages, c'est un groupement, un ensemble de choses, disons, notamment des gestes, qui sont intégrés. Et donc, si on s'intéresse à l'histoire de la psychanalyse, on va voir que Freud, lorsqu'il commence à s'intéresser aux questions de l'hystérie, en particulier à la question de l'hystérie, la question de la femme, du corps de la femme, eh bien, qu'est-ce qui est important pour Freud à ce moment-là? C'est que le corps, c'est justement ce qui est le plus important dans le cadre de ses études. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne peut pas oublier que le corps fait partie et est une partie fondamentale de la rencontre avec l'autre, le patient, etc. Donc en langue des signes, le corps, c'est les recherches en linguistique prouvent, et ont beaucoup insisté là-dessus d'ailleurs, pour dire que la langue des signes est une langue comme toutes les autres, et qu'il est important de comprendre qu'elle n'est pas une langue universelle. Chaque pays possède sa propre langue des signes. Au Brésil, nous avons la langue brésilienne des signes, la langue des signes brésilienne, pardon, qu'on connaît au Brésil comme Libras. Mais aux États-Unis, par exemple, nous avons la langue américaine, la langue des signes américaine, qui est leur langue des signes. Nous avons la langue des signes française également. Et dans le monde entier, nous avons donc de nombreuses langues des signes. Moi, mes travaux se concentrent en particulier sur la langue des signes brésilienne. Je m'intéresse en particulier donc à la Libras, langue des signes brésilienne. C'est une langue qui implique une modalité gestuelle, visuelle, mais elle a certaines caractéristiques en commun avec d'autres langues des signes, ce qui nous donne la possibilité de partager ces réflexions et de les étendre à d'autres langues des signes. En tout cas, voilà, moi je vais m'intéresser en particulier à certains exemples qui viennent de la langue des signes brésilienne. Bon, pour commencer de façon assez rapide, je voudrais vous parler un petit peu donc de l'acte manqué. Ensuite, je propose une réflexion sur la participation, sur l'utilisation de la langue des signes. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu du rapport entre l'acte manqué et la langue des signes. Alors, ce qui est intéressant de constater concernant l'acte manqué, notamment à partir des études qui ont été faites par Freud, eh bien, il s'agirait là d'une tentative de prouver que l'émergence, que l'apparition de l'inconscient se produit à travers l'acte manqué. Pour Freud, quelque chose de très simple, comme par exemple le rêve, lorsque Freud a commencé à s'intéresser aux rêves, à élaborer une théorie des rêves, il s'est intéressé en particulier au lien avec l'inconscient. Et il s'est intéressé notamment donc au langage, à la question du langage, et donc du lapsus, par exemple, qui peut apparaître lorsqu'on veut exprimer quelque chose en langue orale. Pour Freud, ce n'était pas une question de communication. Pour Freud, ce n'est pas une question neurologique, disons. Lui considère que ces lapsus, en réalité, ils sont liés à l'inconscient. On se rend compte donc que l'acte manqué nous montre une espèce donc de vision de quelque chose donc de divisé entre le conscient et l'inconscient, et qu'il s'agisse donc de langue orale ou de langue des signes. Je ne suis pas nécessairement maître de tout ce que je dis, puisqu'il y aurait quelque chose qui serait influencé par l'inconscient au moment où je m'exprime. Et donc il y a des apparitions comme ça à travers les lapsus, qui font donc émerger quelque chose de l'ordre de l'inconscient, quelque chose qui échappe à mon contrôle d'une certaine manière, donc qui peut m'être
enseigne une situation un petit peu dérangeante pendant mon discours, hein, qu'il s'agisse là d'un discours oral ou en langue des signes. Donc on se rend bien compte là que, en fait, voilà, je dis quelque chose, mais un autre mot apparaît. L'acte manqué et le rapport avec l'autre dans l'acte manqué, c'est un peu comme si je donnais quelque chose à l'autre et que l'autre me rendait ce que je n'ai pas voulu dire en fin de compte, ce qui peut donc causer cette sensation donc de malaise peut-être même. On ne parle pas quelque chose ici qui est une erreur, hein, on ne parle pas quelque chose qui est un problème de la langue. On parle là véritablement d'une preuve de la présence de l'inconscient. Et Freud a montré que la langue quotidienne, la langue naturelle, elle permet donc l'émergence de l'inconscient à travers ce type de situation. Au moment où, en tant qu'analyste, vous écoutez donc un analysant et vous constatez qu'il y a une interaction avec votre analysant, et l'analysant perçoit des symptômes concernant votre histoire, l'histoire de votre vie, quelque chose de si particulier hein, pour l'analysant. Ce qui est important de remarquer là, au sujet de cet analysant, c'est qu'au moment où l'acte manqué se produit, au moment donc où l'inconscient apparaît, émerge, c'est à ce moment-là que vous allez établir des connexions avec l'histoire de la personne, ou avec ce que vous en savez. La psychanalyse a décrit de nombreuses manières l'acte manqué. Et à partir du moment où une personne donc fait un acte manqué, elle perd le contrôle donc de ce qu'elle a dit, un mot est apparu sans qu'elle s'en soit rendue compte. Et bien à partir de ce moment-là, quelles sont les possibilités pour expliquer ce qui s'est passé? Bref, la possibilité donc d'inverser deux mots. La personne voulait dire un mot et elle en a dit un autre. Ça, c'est une première possibilité. On peut avoir également une situation d'oubli. La personne est en train de parler et d'un coup, elle a un blanc. Elle perd le fil de ce qu'elle était en train de dire. Ou l'acte manqué peut également se manifester à travers un mot qui ressemble au mot que la personne avait voulu dire. Vous voyez ? Toutes ces manifestations donc causent une situation donc d'étrangeté, disons, à la personne qui s'exprime, puisqu'elle voulait dire quelque chose et en fait elle a dit quelque chose d'autre. Comme s'il y avait un autre discours qui était en train de fonctionner de façon parallèle ou derrière. Et c'est donc ça la manifestation dont on a parlé tout à l'heure. La manifestation donc de ce second discours. Alors, Freud a commencé à comprendre quelque chose d'assez fondamental pour la langue, hein, au sujet donc de cette question de l'émergence de l'inconscient. À partir de ce moment-là, Freud s'intéresse au fait que l'acte manqué, le lapsus qui peut apparaître dans le discours, en fin de compte, soit lié à l'inconscient. Hein. C'est une relation avec il y a un rapport avec l'inconscient. Mais comment est-ce que cela se manifeste dans la langue des signes? Ce qu'il est important de comprendre avant tout, c'est la structure linguistique des langues des signes qui sont différentes. Ces structures sont différentes de ce à quoi les gens qui entendent sont habitués. On doit donc connaître un peu mieux les langues des signes, quelles sont les motivations pour créer du vocabulaire, comment se structurent ces langues. Donc, pour en parler assez rapidement, je vais vous donner quelques exemples qui vont permettre d'illustrer donc mon hypothèse selon laquelle l'acte manqué est une manifestation donc de l'émergence de l'inconscient. Alors, il est important de comprendre comment la personne utilise la langue des signes. Hein. Il n'y a pas d'utilisation de l'appareil phono-articulatoire. Les gens généralement pensent que la langue des signes, c'est une langue qui est dépendante des langues orales,
comme s'il s'agissait d'une espèce d'enchaînement de mimiques et de gestes. Et la science a prouvé que ce n'est pas le cas. Les signes ne servent pas uniquement à exprimer quelque chose de concret. Vers 1960, un linguiste des États-Unis, William Stolk, a mené des recherches autour de la langue des signes, autour des langues des signes, et il a découvert que les signes ont certains paramètres en commun, comme par exemple les aspects phonologiques et phonétiques qui sont extrêmement chers également aux langues orales. Donc il a constaté que c'était des langues extrêmement complexes, tout autant que les langues orales. On peut s'intéresser à un signe, par exemple, et on peut le sous-diviser en unités plus petites, comme on le fait avec les langues orales. On sait par exemple que pour la psychanalyse, la matière du travail, c'est le discours oral. Une personne qui va venir dans mon cabinet va partir du principe, par exemple, ce signe que je vous montre là, ça c'est un signe donc, qui est fait avec la main. La main a ce format là. C'est un format que l'on connaît comme étant une configuration de la main. Et ce format, donc c'est-à-dire ce format que la personne me dit, c'est ce signe. Et voilà la forme de la main que cette personne va utiliser. Et en fonction de la localisation que la personne va utiliser, ça va signifier un point d'articulation différent, par exemple proche de la joue, proche de la bouche. D'accord ? La troisième information, c'est le mouvement qu'apporte ce signe. Ça peut être un mouvement donc, de déplacement de ma joue vers l'autre personne. Et l'autre paramètre qui est extrêmement important aussi, c'est l'orientation de la paume de la main. Dans quelle direction est tournée la paume de la main ? Vers la droite, vers la gauche ? Est-ce qu'elle va de moi vers l'autre ou de l'autre vers moi ? Vous voyez ce mouvement. Dans quel sens s'élabore ce mouvement ? Tout ça implique des significations très différentes. Et ça, c'est tout à fait présent dans la grammaire. Si l'autre me raconte quelque chose, ça vient de l'autre vers moi, et vice-versa. Donc il y a des choses comme ça qui sont très simples, mais qui sont très très importantes aussi en termes de signification. Un autre élément très important pour la linguistique, lorsque l'on s'intéresse à la langue des signes, c'est la question des expressions non manuelles. Principalement les expressions qui sont ancrées sur le visage, comme le mouvement des sourcils, de la bouche, du visage en général. Tout ça compose, en fin de compte, sont des composantes de la phonologie et de la phonétique de la langue des signes. Là où les langues orales doivent articuler les choses de façon différente pour changer la façon de dire quelque chose, eh bien en langue des signes, on utilise d'autres ressources on utilise ces autres paramètres phonologiques. Lorsque l'on associe tout cela maintenant à la théorie psychanalytique, on va voir que on va commencer à se rendre compte comment fonctionne l'acte manqué en langue des signes, comment il se produit. Par exemple, en langue des signes brésilienne, là vous avez deux signes, là vous avez un signe et un autre, qu'on peut traduire comme étant se marier. Et nous avons ce signe-là qui peut être traduit par trouver. Vous allez constater que ce sont deux mouvements qui se ressemblent beaucoup. Hein. Se marier et trouver, la main converge hein, dans les deux cas, l'une vers l'autre. Cela se produit dans un espace neutre, hein, à la fois se marier et trouver. Mais quelle différence y a-t-il ? C'est ce qu'on a dit. On a parlé donc de la configuration de la main. Regardez la forme que prend la main pour pouvoir montrer ce qu'est se marier et la forme que prend la main pour trouver. Imaginons cela maintenant dans un contexte. Je suis dans mon cabinet, je reçois un patient en langue des signes brésilienne et il me parle donc
il me parle d'une autre personne qui lui manque. Il ne veut pas forcément trop me parler de cette personne. Peut-être que cette personne va arriver. Et moi, je vais dire que je veux trouver cette personne. Trouver ou rencontrer. En portugais, trouver et rencontrer, c'est à peu près le même mot. Sauf que la personne peut utiliser le signe donc pour se marier plutôt que trouver ou rencontrer. Regardez comme c'est intéressant. En portugais, en anglais, en français, la traduction de ces mots, il n'y a pas de convergence au niveau de la traduction. Ça signifie deux choses bien différentes. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut ouvrir notre compréhension, c'est pour comprendre que la personne a fait un lapsus. Elle voulait dire qu'elle voulait retrouver cette personne qui lui manquait beaucoup, mais au moment où elle dit ça, elle dit qu'elle veut se marier avec cette personne. C'est donc un signe qui remplace un autre signe. C'est se marier qui apparaît à la place de rencontrer. Peut-être que ça signifie donc que la personne avait une volonté de se marier avec cette personne, mais que cette volonté a émergé d'une autre façon, et donc en fonction des paramètres, de configuration de la main, etc., il a pu y avoir donc un échange de mots qui est utilisé, de telle sorte que la personne dise une chose totalement différente de ce qu'elle avait l'intention de dire. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça peut nous montrer qu'il y a de l'amour secret, peut-être, pour cette autre personne. Je vais vous parler d'un autre exemple maintenant. Une patiente sourde qui est entrée en contact avec moi, que j'ai commencé à recevoir dans mon cabinet, qui a une vingtaine d'années, une personne assez jeune, hein, qui étudiait encore, je crois, c'était ici au Brésil, hein, elle étudiait dans une école, dans un lycée spécial pour des élèves sourds ou malentendants. Donc une école inclusive, hein, qui a des interprètes, tout ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a ça au Brésil. Au moment où la personne a commencé au moment où la personne a fait l'examen, donc équivalent à peu près du baccalauréat en France, pour pouvoir accéder donc à l'enseignement supérieur au Brésil, ça s'appelle ENEM. Donc c'est un moment où les gens sont un peu stressés, c'est important, c'est le moment de choisir le cours, de choisir quelle discipline la personne va étudier ensuite. Donc bref, c'est un moment important pour l'avenir. C'était donc ce moment-là dans lequel se trouvait cette personne. Elle était en proie à tous ces questionnements, etc. Elle n'avait jamais pratiqué la psychanalyse, elle n'avait jamais fait de psychanalyse, et elle me racontait donc un petit peu, elle me parlait d'elle, et à un moment elle m'a parlé d'une expérience qu'elle a vécue en salle de cours, et elle me dit que son groupe de travail allait faire un exposé, et je ne me souviens plus exactement quel était le sujet de l'exposé, mais ce qu'elle m'a raconté, c'est que au moment où elle m'a raconté cela, en fait elle a fait ça, regardez. Elle m'a dit, je suis allé devant toute la salle et j'ai crié. Et moi je lui ai dit, tu as crié? Et elle était extrêmement gênée. Elle a dit, non, j'ai pas grité, pardon. J'ai eu honte, j'ai été timide, j'étais intimidé. Donc, alors la traduction en anglais, en français, en portugais, en espagnol, pour le verbe crier et pour être timide ou être gêné, c'est très différent. Mais en langue des signes, regardez, crier et avoir honte, être intimidé, ce sont deux signes très proches en fin de compte. La configuration des mains est très très proche. Donc le mouvement, ce sont des mouvements qui se ressemblent beaucoup, ce sont des mouvements qui vont vers le haut, hein, tant pour dire crier que pour dire se sentir gêné, intimidé. Et la question, c'est la localisation. Le premier mouvement part de la bouche et le second mouvement part de la hauteur des joues, pardon. Donc à côté de la bouche, hein. Et quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle avait honte, donc qu'elle était intimidée, elle était gênée au moment de faire l'exposé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où elle s'est présentée devant tout le monde pour faire son exposé, elle dit qu'elle a crié. Donc moi, quand je lui pose la question, tu as crié, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre là. Quelque chose... je lui ai demandé, tu as crié? Donc j'ai répété, hein, ce qu'elle avait dit, je lui ai demandé, tu as crié? Elle a dit, non, j'ai pas crié. Peut-être que ce qu'on a vu à ce moment-là, c'était qu'en réalité, elle voulait, de fait, extérioriser en fin de compte quelque chose, mais qu'en fin de compte, elle était tellement gênée qu'elle s'est tue, elle s'est forcée à se taire. Donc, je lui ai dit à ce moment-là, voilà, ici, tu es dans un espace où tu peux crier. Ici, c'est l'espace pour crier. Ce que je veux dire là, c'est qu'il faut peut-être comprendre que la modalité
des langues des signes, qui sont donc des gestes, des dimensions visuelles, implique que l'on doive être attentif à ces caractéristiques pour pouvoir donc être attentif donc à ces moments d'émergence de l'inconscient. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, hein. Le temps passe très vite d'ailleurs, mais ce que je voulais vous montrer en tout cas, euh, c'est que la théorie de la psychanalyse nous donne... on peut donc s'approprier la théorie de la psychanalyse pour l'appliquer à la langue des signes. Et là, je vous rappelle que la langue des signes, c'est une langue humaine, c'est-à-dire qu'elle peut révéler quelque chose de l'ordre d'un être humain qui est partagé, qui est divisé, donc, qui a donc l'inconscient d'un côté qui peut émerger, mais on doit mieux comprendre les langues des signes pour pouvoir s'intéresser donc et porter notre attention sur certains petits détails qui sont propres à la langue des signes. Benoît, il y a beaucoup de choses que j'ai développées dans ma thèse, beaucoup de choses dont je pourrais parler, mais ce que je voulais véritablement apporter ici aujourd'hui, c'était un petit peu ces détails pour que vous puissiez commencer à mieux comprendre la situation. Et maintenant, on peut commencer à discuter. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Merci à tous les traducteurs. Merci Sonia, hein, et tous les traducteurs qui nous ont permis de suivre ton propos, Marcel. Évidemment, tu aurais beaucoup plus à nous transmettre. On n'aurait pas assez de toute une journée pour que tu transmettes toute la richesse de ces réflexions. Alors, voilà, on peut peut-être ouvrir déjà la séance des questions ou réactions. Yara, tu es très loin d'où je suis. Moi, je suis au Brésil. Là, toi, tu es en Allemagne. Est-ce que tu veux bien... voilà, on a une scène géante. Tu veux bien monter sur scène? Je te laisse la parole pour nous transmettre les questions, les réactions du public. Thank you. Merci beaucoup Marcelo, c'est toujours un plaisir de t'entendre partager tes expériences avec nous. Nous avons une question. Existe-t-il des lapsus lorsque les signes ne sont pas proches les uns des autres? Tu as donné l'exemple des signes du point de vue de l'exécution. Tu as donné l'exemple donc du verbe se marier et se rencontrer ou se retrouver. Mais peut-on avoir des situations similaires alors que les signes n'ont rien à voir? Attendez, je vais faire un test pour voir si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Alors, dans ce cas-là, je vais vous parler avec une autre voix. C'est une voix peut-être moins corporelle et plus sonore. Oui, la réponse est oui. Ce que je vous ai apporté, ce dont je vous ai parlé au sujet donc de ces ressemblances-là entre certains signes, c'est intentionnel justement pour vous parler de cette particularité de la langue des signes brésilienne, qui implique donc des paramètres phonologiques. Donc j'ai voulu mettre ça un peu en lumière pour vous. Maintenant, dans le cas des oublis, également, c'est possible de voir une personne qui commence à dire quelque chose et d'un coup, il lui manque des signes. Ou alors elle inverse les noms des personnes dont elle parle. En langue des signes, on a par exemple quelque chose d'assez intéressant qui, lorsque l'on discute avec quelqu'un, eh bien son nom propre, c'est pas, on n'épelle pas son nom propre. Moi, par exemple, je m'appelle Marcelo. Quand je me présente, d'abord, je vais dire M-A-R-C-E-L-O. D'abord, la première fois que je vais me présenter, je vais épeler comme ça. Mais ensuite, au sein de la communauté sourde, j'ai créé un signe qui est associé à un baptême d'ailleurs. Ça, c'est mon nom. Ça, c'est mon nom. Vous voyez, ça fait penser au violon, parce qu'à l'époque, en fait, j'étudiais le violon, je jouais du violon, donc ça reste. Benoît, si tu me le permets, ton nom dans la communauté sourde, c'est celui-là. C'est ce signe.
d'accord, à cause de ton bouc, de ta barbe. Donc, de la même façon que chez Freud, on voit que des noms propres sont intervertis, ça peut se produire également en langue des signes, hein. On veut parler d'une personne, mais on donne le nom d'une autre personne. Donc ça a un sens du point de vue du symptôme de la personne. Donc il est important de s'intéresser à ce phénomène pour pouvoir reconnaître ce genre de choses dans la langue des signes brésilienne. Merci Marcelo. Nous avons un participant qui va nous parler donc avec sa caméra. Donc, Gabo, est-ce que tu peux allumer sa caméra, le mettre au milieu de l'écran? Oui, Marcelo. Alors nous aussi, nous avons euh, quelques commentaires qui arrivent dans le chat qui disent que c'est une expérience extrêmement belle que de voir ce moment de rencontre entre la psychanalyse et la langue des signes. Félicitations. On peut donc continuer maintenant avec Juan. Bonjour Juan. Bonjour. Nous sommes ici au Brésil, donc bonjour. Hein, moi je m'appelle Juan. Mon signe c'est ça. Je suis élève de psychologie, j'étudie la psychologie. Je suis également interprète de langue des signes brésilienne et je voudrais peut-être avoir plus d'informations, savoir ce que tu penses, Marcelo, de la question suivante. Est-ce que aujourd'hui, la plupart des patients d'ailleurs parmi les interprètes aussi, pas seulement les patients, bref, je ne sais pas exactement si les interprètes étudient peut-être la langue des signes, font une formation. Bref, j'aimerais savoir en fait, j'aimerais connaître ton opinion au sujet de la chose suivante. Je me rends compte que l'influence des interprètes est quelque chose de réel, mais il ne faudrait pas que cette influence parfois se manifeste à travers l'expression d'une opinion. Durant le processus, bien sûr, il est préférable que la rencontre entre le psychologue sans l'intermédiation de l'interprète. Bref, le traducteur n'est pas certain d'avoir compris la question, mais on va voir. Juan, ta question est très importante. C'est une question que je me pose souvent. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est-à-dire qu'on me demande si à l'intérieur donc du cabinet, s'il y a un interprète, est-ce que l'interprète utilise la troisième personne? C'est ça que tu demandes, c'est ça ta question? Oui, c'est ça, d'accord. Donc il y a 3 personnes dans le cabinet, en effet. Il y a donc le psychologue qui écoute, le sourd qui est le patient, et l'interprète qui est la troisième personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couches impliquées là, dans cette situation pour pouvoir t'apporter une réponse. La première couche, c'est que en tant que psychanalyste, donc moi je peux m'appuyer sur la théorie psychanalytique pour dire que l'inconscient est mesuré par le langage, hein. C'est-à-dire qu'au moment où on utilise la langue, par exemple, je suis en train de parler avec toi là, et dans la langue des signes, il y a certains détails que parfois on ne peut pas traduire en portugais. Et lorsque l'on traduit cela en portugais, ça va perdre l'essence de ce qu'on a dit avec le signe. C'est de la même façon que quand on traduit des choses du portugais vers la langue des signes, on va perdre des choses aussi. De la même façon qu'on perd des choses quand on traduit de l'anglais vers le portugais, etc. Donc on perd quelque chose quand on traduit inévitablement. Et d'ailleurs, entre langue des signes brésilienne par exemple vers une autre langue des signes, on a aussi des choses qui se perdent, puisqu'il n'existe pas d'équivalent total entre les langues, quelles qu'elles soient. Il n'existe pas de correspondance totale entre les langues, hein. Et d'ailleurs, même entre langue des signes, c'est la même situation. Donc moi, en tant que professionnel qui respecte une déontologie, la question est de savoir comment je vais articuler cela. Qu'est-ce qui manque
qu'est-ce qui est propre au moment en question durant lequel je vais devoir interagir avec le patient. Ça, c'est une première chose. Il y a des choses qui se perdent donc avec l'interprète et sans l'interprète aussi d'ailleurs. Hein. Parfois avec l'interprète, eh bien, on peut avoir encore plus de dommages, hein, bien sûr. Donc moi, en tant que psychanalyste, il faut que je sois conscient de cela et que je sache que ça va être une barrière qui va rendre les choses plus difficiles dans le cadre du travail analytique. Maintenant, il est important de rappeler que le Brésil est très très grand et qu'il existe peu de professionnels qui parlent couramment, qui dominent couramment la langue des signes brésilienne. Donc si on n'a pas un professionnel qui parle, qui domine, qui maîtrise bien euh, la langue des signes, on va avoir besoin d'un interprète. Maintenant, si ce professionnel qui ne maîtrise pas la langue des signes et va avoir besoin d'un interprète, eh bien il doit être conscient donc des dommages, mais aussi des apports que l'interprète peut apporter donc pendant la session, pendant la séance. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très riche. Et si tu veux, on peut en discuter. Tu peux rentrer en contact avec moi après cette conférence. Merci, Marcelo. Alors, nous allons continuer avec les questions. Une question donc du Q&A. Marcelo, peux-tu nous parler un petit peu donc du fait de parler en même temps en langue des signes et en langue orale? Les choses seraient plus complexes. Qu'en est-il? Oui, effectivement, on est là face à des langues qui ont des modalités différentes. Hein. D'abord, on a l'articulation orale d'un côté et l'articulation gestuelle d'un autre. Le fait qu'il s'agisse là de modalités différentes rend possible donc une certaine concurrence, ou plutôt une certaine simultanéité. Hein. Et moi, par exemple, je gesticule beaucoup. Hein. J'ai l'habitude de gesticuler. Là, je me calme un petit peu, je me retiens un peu, mais Bruna, par exemple, qui est en train de me traduire en langue des signes, on voit bien. Donc, naturellement, la communication humaine implique la présence du corps. C'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Hein. Le corps est inclus dans le langage. Maintenant, lorsqu'on parle de langue des signes, qu'elle soit brésilienne, américaine ou peu importe, on travaille avec des structures grammaticales différentes. Donc, ce qu'on peut avoir, si moi ou une autre personne bilingue en langue des signes, langue orale, s'exprime, elle va probablement privilégier l'une des deux langues et l'autre va être un peu compromise. Donc si moi je gesticule et que je signalise quelque chose en parlant en même temps, comme moi je suis natif en portugais, je vais naturellement tendre à privilégier donc la grammaire du portugais. Et donc les signes vont être un peu compromis et ne vont pas être compréhensibles pour les personnes qui dépendent de la langue des signes pour pouvoir comprendre ce que je dis. Ça pourrait être le contraire, hein. On pourrait penser à prioriser la langue des signes et avoir une expression orale en portugais qui soit compromise. Euh, il y a des stratégies qu'on peut adopter, hein, notamment dans le domaine de l'éducation, concernant l'usage concomitant, hein, de la langue des signes et de la langue orale. Mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Que ça fonctionnait pas parce que si par exemple une personne dépend exclusivement de la langue des signes, elle ne va pas comprendre. Donc c'est pour ça que l'idéal est d'avoir véritablement une transmission complètement en langue des signes et avec une traduction verbale, orale ou vice-versa. C'est pour ça aussi que moi, voilà, j'alterne un peu entre les deux. Mais voilà, les deux en même temps, ça ne fonctionne pas. Concernant les langues orales, on ne peut pas parler deux langues en même temps, non? Portugais et anglais, on ne peut pas parler ça en même temps. Eh bien, en langue de signes, on peut, effectivement, je peux dire maison et faire la maison avec le signe. Mais c'est assez compliqué d'ailleurs pour enseigner la langue des signes pour les personnes qui entendent. Euh, si je dis maison, à quelqu'un qui parle en portugais, la tendance de la personne va être d'associer ça au mot maison. Mais ça ne veut pas dire maison. Ça, vous voyez, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, ça. Donc, comme moi, je peux parler portugais et gesticuler en même temps, ça peut vous sembler vouloir dire maison, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, en anglais, je peux essayer de dire music. Music, en langue des signes américaine, c'est music. Donc une personne qui parle anglais, si elle apprend la langue des signes américaine, elle va
pouvoir dire ça en musique, pour dire musique. Mais en, mais ça veut dire ça. Ça veut simplement dire ça. Merci beaucoup, Marcelo. On a énormément de questions, hein. Je pense que nous aurions besoin probablement d'une deuxième activité comme celle-ci avec toi pour pouvoir prendre toutes ces questions. Euh, je vais te passer deux questions maintenant et ensuite nous allons demander à une autre personne donc de prendre la parole à travers sa caméra. Marcelo, est-ce que tu as une indication de peut-être de lecture pour nous, pour qu'on puisse approfondir un petit peu notre expérience de la psychanalyse en langue des signes? Des gens qui utilisent les langues des signes, comment fonctionne le divan ou comment ne fonctionne pas le divan pour ces personnes? Des études de cas peut-être, des réflexions, des adaptations. Est-ce qu'il y a des lectures qui parlent de tout ça que tu souhaiterais nous recommander, concernant notamment la technique analytique, l'interprétation, tout ça? Et l'autre question, c'est, Marcelo, est-ce qu'on peut avoir accès à ta thèse de doctorat? Est-ce qu'on peut la lire? On a une participante du Royaume-Uni qui pose une question, qui demande si tu penses que tes découvertes peuvent être transposées, sont transposables à d'autres langues des signes et à d'autres modèles de psychothérapie peut-être. Est-ce qu'on peut donc répondre à ce groupement de questions? Oui, oui, on peut. Et je profiterai de ce moment pour inviter l'IIP. Je voudrais inviter l'IIP à penser des possibilités afin d'offrir donc des recommandations de lecture sur le site de l'IIP, hein. Je pense que ça peut être intéressant, Benoît. Je vois que tu as réagi, mais on peut organiser ça peut-être, hein. Ceux qui participent à l'IIP Talk, c'est ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Commencez à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais on va probablement vous partager avec vous de la documentation, des lectures, des recommandations de lecture. Et Benoît d'ailleurs, Gab, Dorothée, les collègues, je pense qu'il y a d'autres sujets aussi sur lesquels l'IIP Talks peut proposer des recommandations de lecture. Donc on pourra vous proposer ça en effet après. Maintenant, concernant la question du transfert, de la transposabilité, je pense que oui, mais il faut avoir beaucoup de précautions. Il y a beaucoup de responsabilités impliquées, notamment du côté académique, mais aussi il faut bien réfléchir au contexte. Dans une certaine mesure, si on pense que la psychanalyse est apparue en allemand, avec Freud, puis en français avec Lacan, on a des constructions théoriques qui ont été construites et qui ne prennent pas du tout en considération la modalité de la langue. Mais il y a d'autres aspects qui doivent être pris en considération. Par exemple, nous avons un cours à l'IIP, d'ailleurs j'en profite pour faire un peu de publicité, nous avons un cours à l'IIP sur la décolonisation de la psychanalyse. Donc tout ça pour dire qu'il y a des réflexions par rapport à tout ça, que c'est important de réfléchir à ces choses-là. Donc a priori oui, mais avec beaucoup avec des pincettes, je dirais. Rodrigo, je crois que tu as le temps de prendre la parole. Rodrigo, bienvenue. Moi aussi j'aimerais dire quelque chose aussi rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors d'accord, nous avons 5 minutes. Il nous reste plus que 5 minutes, donc on va essayer de profiter de ces 5 minutes de la meilleure façon possible. Rodrigo. Alors, je voudrais d'abord féliciter Marcelo pour sa conférence. Je suis très, très fier d'être ton ami, Marcelo. On a partagé tellement de choses, on a beaucoup échangé sur ta recherche, tes travaux de recherche, le rapport entre la psychanalyse et la langue des signes. Tout ça est très intéressant. Parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails que cache un acte manqué. Et j'aurais beaucoup aimé apprendre beaucoup plus de choses. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps que ça. Mais quoi qu'il en soit, félicitations une fois de plus. J'ai trouvé ta présentation excellente. Je voudrais savoir maintenant concernant la théorie, du point de vue théorique, hein, ce que tu penses donc de la diffusion de cela auprès de professionnels, principalement des psychanalystes,
parfois, ce sont des gens qui sont très fermés, qui mettent de côté, qui laissent de côté les personnes sourdes. Mais les personnes sourdes, ainsi que tous les autres êtres humains, ont une âme. Et comment... Mais souvent, les gens ne nous voient pas, en fait. Donc toi, en tant que psychanalyste, c'est important que tu puisses diffuser tout ton travail, tout ce que tu fais pour provoquer une réflexion et que l'on discute peut-être de stratégies pour diffuser tous tes travaux auprès d'autres professionnels pour que les professionnels en question puissent être plus attentifs et comprennent mieux la communauté sourde. Puisque les sourds ont toujours des choses à dire. Ils peuvent dire des choses d'ailleurs. Tout comme les personnes qui parlent les langues orales. Euh, les psychanalystes donc remarquent le corps du patient pendant la séance et il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de réflexions sur la participation du corps du patient dans la psychanalyse, dans la séance. Donc c'est quelque chose dont j'aimerais, c'est une chose au sujet de laquelle j'aimerais t'entendre parler. Merci beaucoup Rodrigo, c'est un vrai plaisir de te voir ici. Tu es un ami, un professeur sourd de l'université, professeur universitaire. C'est très important pour nous que tu sois présent. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu un autre collègue sourd qui participe également. Je voudrais vraiment remercier la participation des personnes sourdes. Et ce qui nous prouve d'ailleurs que l'IIP est sur la bonne voie. L'IIP, avec tout ce courage, afin d'ouvrir la discussion et de vous montrer à vous, sourds, qui êtes ici, de vous montrer le protagonisme de la langue des signes. Lorsque j'ai été invité à animer cette conférence de l'IIP Talks, j'ai dit je vais donner ma conférence en langue des signes. Et c'est la première fois qu'un institut s'organise, se prépare avec des interprètes, tout ça, pour une conférence en langue des signes. Et je sais que on peut avoir eu s'être trompé, mais c'est important de se tromper. Se tromper, c'est la preuve que l'on est vivant, c'est la preuve que l'on est humain. Comment peut-on ensuite ouvrir cette discussion au-delà des frontières de l'IIP? Bon, aujourd'hui, Rodrigo, nous avons le courage de reconnaître que les sourds, par exemple ici, dans l'Institut, à l'IIP, c'est un endroit qui est ouvert pour les sourds. C'est un endroit qui est ouvert à toi, aux autres sourds. Et ce qui se passe ici aujourd'hui, les sourds sont présents ici, des sourds sont présents ici, c'est ça l'objectif. Puisque la langue des signes, c'est pour qui en fin de compte? C'est pour vous, c'est pour toi, c'est toi qui utilises la langue des signes. Donc nous, psychanalystes, on doit avoir des engagements éthiques afin d'accepter et donc de recevoir, de travailler avec ces personnes sourdes. Merci Rodrigo, merci Marcelo et félicitations une fois de plus. Camilla, bonjour, bienvenue. Avant que Camilla ne prenne la parole, j'aimerais vous annoncer quelque chose. J'aimerais vous inviter, en particulier inviter Camilla. Camilla est une personne sourde, elle est psychologue ici à l'IIP, elle travaille avec nous quatre, qui sommes à l'écran, au sein de l'IIP. Et je voudrais l'inviter, Camilla, pour nous donner une information très très rapide, mais très très spéciale, pour vous qui participez aujourd'hui à cette conférence. Camilla, tu as la parole. Bruna, traduis-la. Non, Marcelo va l'interpréter. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je souhaiterais féliciter Marcelo pour avoir donné cette conférence. Je suis certain que c'est un véritable défi de donner une conférence comme celle-ci en langue des signes. On est habitué à la transmission de la psychanalyse en langue portugaise et ça c'est quelque chose qui est très frappant, que de pouvoir montrer que la langue des signes, de travailler sur l'accessibilité pour les personnes sourdes. Donc je voudrais vous féliciter et féliciter Marcelo en particulier. Je voudrais également dire à Benoît quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Benoît, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ton anniversaire. Eh bien, je voudrais te féliciter, Benoît. Voilà, joyeux anniversaire, Benoît. Félicitations. Joyeux anniversaire à toi. Camilla est en train de chanter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La chanson de joyeux anniversaire en langue des signes, en portugais, c'est félicitations en cette date spécifique. Tout le monde chante, chacun dans sa langue. Voilà, en anglais, en portugais, en français. Continue, Benoît, de mener ce travail incroyable que tu mènes dans la psychanalyse. Merci beaucoup, Benoît. Voilà, c'était ça le message. Benoît, nous te repassons la parole. Merci beaucoup. Je suis très ému de qu'on finisse cette rencontre comme ça. C'était pas prévu. Merci, merci. Marcelo, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous rappelle, information très importante, les inscriptions pour la nouvelle promotion qui commence en septembre de notre formation, elles sont ouvertes. Vous avez le lien dans le batch pack, ou comme on dit en français, je ne sais plus comment on dit en français, dans le chat. Voilà. Et Camille, encore merci plein et merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt avec Tami Ayouch, professeur de l'IIP, qui va faire un super IIP Talks. Ça va être le 1er juillet. Vous pouvez déjà vous inscrire. Et on doit déjà fermer, on doit déjà terminer là maintenant. On pourrait rester avec toi, Marcel, jusqu'à demain. Camille et tous les autres, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très très bientôt.